Bonjour à tous. Alors, on est mardi, il est 8 heures du matin et donc vous avez une nouvelle session de SES à distance. Donc, on va continuer la fiche 1 que vous avez commencé hier, un petit peu sur le même principe. Je pense et j'espère que ça fonctionne bien. Donc, je vais vous laisser du temps pour travailler un petit peu sur les documents et vous proposer une correction en vous partageant mon écran et en parlant à la caméra comme ça. Voilà. Donc, hier, nous avons vu quelles étaient les fonctions de l'école de l'école républicaine, de l'école dans une société démocratique républicaine. Nous avons vu une fonction qui était sa fonction socialisatrice. Ok. L'objectif était de montrer que l'école transmettait une culture commune, des connaissances communes, des valeurs communes et permettait aux individus finalement de partager une culture commune, un vivre ensemble commun, et donc ça facilite la cohésion sociale. D'accord. Donc ça, c'est la première fonction essentielle de l'école. Deuxième fonction essentielle de l'école aujourd'hui, on va le voir, c'est l'égalité des chances. Alors, on va travailler ça à travers un texte de François Dubé, un sociologue de l'éducation français, euh, et à travers un petit document statistique sur l'accès au baccalauréat en fonction de l'origine sociale. Donc, c'est le document 2 et 3. Les deux sont situés page 4. On terminera par un petit texte à trous pour synthétiser cette fiche. D'accord. Et puis, il y aura une partie 3, comme d'habitude, une C1 qui sera traitée de manière individuelle. Je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. Donc, la vidéo est prévue pour durer 40 minutes environ, pour vous laisser le temps de la traiter en 1 heure de cours, le temps de vous installer et d'accéder aux liens, etc. Donc, on va commencer par le document 2, l'école et l'égalité des chances. Donc, il est situé sur la page 4 de votre dossier documentaire. Je vais vous partager mon écran dans quelques instants et vous laisser un petit temps pour prendre connaissance du texte. Donc, allez-y, notez le titre du document, l'école et l'égalité des chances, le temps que j'installe. Alors, ceux qui ça intéresse, il ne neige plus, malheureusement, donc je ne pense pas que je pourrais faire des bonhommes de neige ce soir, parce qu'il n'a pas assez neigé. Il a plu par-dessus et donc il n'y a plus du tout de neige. Ok, donc le document, donc je vais partager mon écran. Partager l'écran. Super. Voilà. Donc voilà le document que vous devez lire. Donc commencez par le numéroté de 55. Normalement, vous avez 22 lignes. Vous allez lire et repérer le vocabulaire qui pose éventuellement problème. Moi, j'en ai repéré 3, donc je ferai un petit point avant de commencer à répondre aux questions. Et ensuite, je répondrai aux 3 questions. Donc les 3 questions sont les suivantes. Pourquoi l'école de la Troisième République n'était-elle pas l'école de l'égalité des chances? Donc je rappelle que la Troisième République, c'est la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, hein, donc à partir des lois Jules Ferry. Comment expliquer que l'ascension sociale a été favorisée à partir des années 60, d'accord, de 1960, et puis expliquer la phrase soulignée. Voilà. Donc je vous laisse un petit instant pour lire le texte. Je vous mets la petite musique d'ambiance pour vous concentrer. Bonne lecture.
Ok, donc voilà, donc c'est un texte de sociologue, hein, donc il est un petit peu plus compliqué que les textes factuels, puisqu'il nous apporte des idées, il mobilise des concepts. Bon, donc on va essayer de mettre en évidence les principales idées de ce texte. Alors moi j'avais repéré trois mots de vocabulaire qui potentiellement méritaient d'être précisés. Donc le premier mot c'est à la ligne 11, lorsque l'auteur parle d'une double conjoncture. Donc je cite, hein, il dit: ce n'est que dans les années 60 que cet ascenseur a été réellement efficace sous l'effet d'une double conjoncture. Voilà. Alors quand il parle d'une double conjoncture, il veut dire de deux situations contextuelles, c'est-à-dire de deux événements historiques qui ont lieu de manière concomitante, d'accord, qui ont lieu en même temps. Donc on verra de quelle situation il parle, puisque ça sera l'objet de la question 2. D'accord, mais voilà ce que signifie double conjoncture. Conjoncture, c'est une situation à court terme, un événement qui se passe à court terme. D'accord. Quand on dit une politique conjoncturelle en économie, ça fait référence à une politique qui a des objectifs à court terme. Voilà, d'accord. Voilà. Voilà pour le premier mot. Le deuxième mot, c'était méritocratique. Bon, on l'a vu un petit peu hier, mais je pense qu'il est important de le repréciser. C'est une valeur, hein, c'est à la ligne 19. C'est dans la phrase soulignée d'ailleurs. Une valeur qui stipule que ceux qui méritent plus doivent avoir plus. Voilà. Donc le pouvoir, au sens général du terme, l'accès aux ressources, on va dire, l'accès aux ressources appartient à ceux qui méritent le plus. Voilà. Alors après, on aura une vraie réflexion dans le chapitre sur la justice sociale, sur la question de savoir qu'est-ce que mériter. Voilà. Est-ce que posséder un don naturel, c'est mériter, ou est-ce que c'est le travail et l'effort qui représentent le mérite? Voilà. C'est une vraie interrogation qu'il faudra mener ensemble. Et enfin, à la dernière ligne, la ligne 22, on parle de figure cardinale. L'égalité des chances est devenue la figure cardinale et indiscutée de la justice sociale. Alors, dans le sens là, le cardinal, ça fait référence aux points cardinaux. Donc, les points cardinaux, c'est des points qui permettent aux individus de s'orienter, hein, nord, sud, est, ouest. Donc, je cherche le nord, hein, je m'oriente. Donc ici, une figure cardinale, c'est en fait, par figure, je remplacerai objectif, et par cardinal, central, enfin, ouais, objectif central, quoi. Je dirais que l'égalité des chances est devenue le point d'orientation, c'est-à-dire le point vers lequel on se dirige, d'accord, de la démocratie. Ok. Donc voilà les trois mots que je pense qu'il était nécessaire de préciser. Ok. Alors, on va commencer par la réponse aux questions. Donc, la première question, c'était: pourquoi l'école dès la Troisième République n'était-elle pas encore l'école de l'égalité des chances? Donc, le texte et l'auteur développent cette idée selon laquelle l'école est initialement l'école de la République. Effectivement, elle est gratuite, elle est laïque et elle est obligatoire. Et on pourrait imaginer que parce qu'elle est gratuite, laïque et obligatoire, elle est l'école de l'égalité des chances. L'auteur nous explique que c'est pas tout à fait le cas. D'accord? C'est pas tout à fait le cas parce que l'école, dans un premier temps, n'est pas une école qui permet aux individus de s'émanciper de leur milieu social. Alors, comment fait l'auteur pour développer cette idée-là? Donc, je vous rappelle que vous êtes en train de prendre en note à la fois ce que vous voyez sur le tableau et à la fois ce que je dis, hein, puisque je complète un petit peu ce qui est dit. Donc, il faut que vous ayez un double jeu comme ça entre le tableau et enfin l'écran et ma voix. Ma voix.
Euh, donc, comment l'auteur répond à cette question? Ben, il dit tout simplement, dans un premier temps, l'école permet à des individus, oblige même les individus à avoir accès à l'éducation. Ok, certes, mais, et il le prouve par des données, l'école ne permet pas aux individus d'avoir des diplômes, en tout cas tous les individus, d'avoir des diplômes qui leur permettraient de s'émanciper de leur milieu social d'origine. Voilà, souvent parler d'émancipation, c'est-à-dire de changer de milieu social d'origine. Okay, et pour cela, il le dit en mobilisant des chiffres. Il explique que la moitié des élèves n'obtenaient pas le certificat d'études primaires en 1950, quand 5% d'une classe d'âge seulement accédait au baccalauréat. Donc on est autour de la ligne 5, ligne 4-5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une minorité d'individus, alors une majorité d'individus ont accès à l'école, mais une minorité sortent de l'école avec des diplômes. Et c'est bien les diplômes qui permettent de s'affranchir de son milieu social d'origine. Donc en fait, on n'est pas encore sur une école qui permet notamment aux catégories populaires, aux enfants de paysans, aux enfants d'ouvriers, euh, de s'affranchir, de s'émanciper de leur milieu d'origine. Donc voilà, on est dans un premier temps sur une école publique, certes, mais une école d'instruction. Donc la fonction numéro 1, la fonction socialisatrice que l'on a vue hier, qui transmet une culture commune, qui transmet des connaissances communes, des valeurs communes, etc. Cette fonction-là est remplie par l'école de la Troisième République. La fonction qui n'est pas remplie, c'est celle que l'on va développer maintenant, c'est la fonction d'égalité des chances. C'est-à-dire cette fonction qui vise à démocratiquement permettre à tous les individus d'obtenir la position sociale de leur choix en fonction non pas de là où ils sont nés, c'est-à-dire de leur origine sociale, mais en fonction de leur mérite. De leur mérite. Voilà. Donc, dans un premier temps, hein, j'insiste, c'est l'objet de la question 1. L'école est une école d'instruction et pas une école qui permet réellement l'égalité des chances. Ok. Euh, et cette école qui permet, qui va commencer à favoriser l'égalité des chances, c'est plutôt à partir des années 60 qu'elle va être mise en œuvre. Et la question 2 nous demande d'expliquer pourquoi c'est justement dans cette période-là que l'école favorise l'ascension sociale et donc l'égalité des chances. Et pour répondre à ça, ben, c'est la deuxième partie du texte, hein, de la ligne 9 à la ligne 15, donc là on est en plein milieu du texte. L'auteur parle de double conjoncture. Il explique dans cette partie du texte que c'est dans l'après-guerre que va avoir lieu deux événements de manière concomitante. Le premier événement, c'est celui-ci, c'est la hausse du nombre de lycéens, d'accord? Donc le lycée, ce qu'on appelle les études secondaires, hein, le lycée, collège-lycée. Bon, les élèves allaient souvent au collège, mais rarement au lycée. Et là, le lycée va ouvrir ses portes. Il va y avoir une espèce de, on parlera de massification scolaire. Alors certains parlent de démocratisation scolaire. On verra dans la fiche 2 quelle est la différence entre les deux concepts. Donc le lycée va ouvrir ses portes à de plus en plus d'élèves. De plus en plus d'élèves vont avoir accès au lycée une fois que leur collège sera terminé. D'accord? Et ça, c'est le phénomène A. Hein, on parle de double conjoncture, donc c'est le premier phénomène. Et le deuxième phénomène, ben, vous le connaissez bien, vous êtes des économistes en plus d'être des sociologues, donc vous connaissez bien ce phénomène-là. On est en 1960, on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et les pays occidentaux, notamment la France, connaissent ce que l'on a appelé une croissance économique, c'est-à-dire que le PIB augmente très rapidement, pour tout un tas d'explications, hein, reconstruction d'abord, puis plan de relance, puis cercle vertueux de la croissance avec progrès technologique très important, innovation très importante, etc. Bon, vous connaissez tout ça. Le fait est que le pays vit une croissance et que cette croissance, c'est-à-dire cette hausse de la production, a besoin de quoi? A besoin de main-d'œuvre. Mais pas n'importe quelle main-d'œuvre. Elle a besoin d'une main-d'œuvre de plus en plus qualifiée, d'accord? De plus en plus diplômée. C'est-à-dire des individus qui sont en mesure de provoquer le progrès technique et puis de l'entretenir, de le gérer. Donc ça nécessite des ingénieurs, ça nécessite
des personnes, des professions intermédiaires, des cadres, des employés qualifiés, des ouvriers qualifiés, etc. Qui est-ce qui va qualifier cette population? Ben, l'école. Donc, il va y avoir pendant cette période des Trente Glorieuses un phénomène aussi, c'est le besoin croissant d'une main-d'œuvre qualifiée, diplômée. Et ça, c'est le phénomène B. Voilà. Donc, on a un phénomène A, c'est l'ouverture des lycées. Et puis, le phénomène B, c'est la croissance économique. Et puis, il y en a un des deux, je vais vous laisser réfléchir quelques secondes, mais il y en a un des deux qui est la cause de l'autre. Donc, le phénomène A explique le phénomène B ou se traduit par le phénomène B. Alors, la question, c'est de savoir si il y a plus de lycéens et donc il y a plus de main-d'œuvre qualifiée, ou pardon, il y a plus de lycéens, donc il y a plus de croissance économique, ou alors il y a plus de croissance économique, donc il y a plus de lycéens. Voilà. Dans quel sens ça vous paraît le plus logique? Je vous laisse y réfléchir quelques secondes. Réflexion. Alors bon, c'est pas forcément évident. En fait, il faut essayer de voir quelle est la causalité la plus logique. On pourrait éventuellement y voir une causalité réciproque, c'est-à-dire un espèce de cercle vertueux. Mais ce qui paraît assez évident, c'est que le phénomène le phénomène B, ça dépend dans quel sens on le formule, mais le phénomène B est la cause du phénomène A, c'est-à-dire que le besoin croissant d'une manœuvre qualifiée a obligé les États à investir massivement dans l'éducation, à mettre en place une politique d'éducation qui a fait que de plus en plus d'élèves sont sortis diplômés pour satisfaire ce besoin de main-d'œuvre. D'accord. Alors après, on pourrait dire qu'effectivement, comme il y a des élèves diplômés, ils vont occuper des tâches qui sont des tâches de diplômés. Mais le sens de causalité est plus logique dans l'autre parce que on forme des élèves dont on a besoin. Voilà, on forme des élèves à des diplômes, à des qualifications dont on a besoin, dont la croissance économique a besoin. D'accord. Et en tout cas, c'est à partir de là, 1960 à peu près, hein, les Trente Glorieuses, d'accord, années 50-60, que de plus en plus d'élèves vont être qualifiés et que l'école va avoir une nouvelle mission qui va lui être attribuée, c'est celle de l'égalité des chances. Pourquoi? Parce que de plus en plus d'élèves vont accéder à des positions sociales élevées, et notamment des positions sociales plus élevées que celles de leurs parents. On verra ça dans le chapitre suivant qui porte sur la mobilité sociale. Et donc, de plus en plus d'élèves vont vivre l'expérience de la mobilité sociale. Et cette expérience de la mobilité sociale va être connectée à une valeur centrale de la République qui est l'égalité des chances, qui est de dire que euh, les individus doivent accéder à une position sociale X ou Y, non pas en fonction de leur naissance, mais en fonction de leur mérite, de leur talent, de leurs dons, de leurs efforts, etc. Bon, méritocratie, etc., etc. Et donc, en fait, c'est à partir de là, c'est à partir de cette période-là, que la deuxième mission de l'école va apparaître. Et cette deuxième mission de l'école, de manière réelle, ça va être quoi? Ça va être faciliter l'égalité des chances. D'accord. Faciliter l'égalité des chances et permettre aux individus, notamment des classes populaires, de s'affranchir de leur milieu social d'origine. Donc, à partir des années 60, pour répondre à la question, ascension, ascension sociale favorisée, égalité des chances devient le point cardinal. D'accord. Donc là, je vais le mettre entre guillemets parce que c'est une citation du texte. Et on parle de bien de la figure cardinale. Donc, ouais, c'est cardinal qu'on va mettre entre guillemets. D'accord. Devient le point cardinal de l'école républicaine. Voilà. OK. OK. Donc, on va dire fin du 19e siècle, l'école, fonction socialisatrice.
Après-guerre et Trente Glorieuses, école socialisatrice et école favorisant l'égalité des chances, favorisant l'ascension sociale. Ok. Il nous reste un élément, c'est d'expliquer la phrase soulignée. Donc je la lis. Hein. La promesse scolaire n'était plus seulement celle de l'instruction commune, mais elle est devenue celle de l'égalité des chances méritocratique. Donc ben voilà, on y est. C'est ce qu'on vient d'expliquer à l'instant. La phrase soulignée nous explique qu'à partir des Trente Glorieuses, l'école devient alors un outil, un instrument, d'accord, de l'ascension sociale. C'est par l'école que les classes populaires vont pouvoir potentiellement, on va voir si c'est le cas, s'émanciper de leur milieu social d'origine et s'affranchir socialement. Pensez à l'exemple de Pierre Bourdieu, fils d'un petit agriculteur du sud de la France, du Béarn, qui devient l'un des plus grands sociologues du monde, un des sociologues les plus publiés, les plus traduits dans le monde. Voilà, donc ascension sociale, émancipation sociale de son milieu d'origine. C'est un exemple, hein, c'est une illustration, comme tout un tas d'autres illustrations à, à la mobilité sociale ascendante et verticale, c'est-à-dire à l'affranchissement de son milieu social d'origine. Voilà. Voilà, donc on a ici la deuxième fonction de l'école, donc je la rappelle, hein, les deux fonctions, c'est fonction socialisatrice et fonction d'émancipation de son milieu d'origine. Voilà. On va pouvoir passer à la partie statistique du cours. Donc voilà, l'école a pour fonction, dans les sociétés démocratiques, d'assurer l'égalité des chances. Bien. Alors, on va pouvoir passer au document 3, donc qui est un document statistique. Voilà. Donc, qui pourrait tout à fait faire l'objet d'une EC2, hein, une épreuve composée partie 2, puisque c'est un document qui porte sur des données statistiques. On est sur un document qui a été publié par l'INSEE, en tout cas les données proviennent de l'INSEE. C'est un document que j'aime bien. En général, je travaille souvent avec les élèves de seconde pour réfléchir à la question du pourcentage de répartition, pour faire de la méthodologie à ce sujet-là. Alors, ce type de document-là, il y en a plein. Et donc, on a une question cardinale pour étudier ce document, c'est en quoi ce document permet-il d'illustrer le fait que l'école favorise de plus en plus l'égalité des chances. Ok, donc une question un peu longue. L'idée, c'est de s'appuyer sur ce document et de montrer que l'école favorise de plus en plus l'égalité des chances. Voilà. Alors, ce n'est pas tout à fait une C2, parce qu'une C2, je vous rappelle que vous avez deux questions. Hein. Une question un peu ciblée, une question un petit peu plus large. Là, vous n'avez qu'une seule question, mais c'est un document qui pourrait servir de base à une C2. Ok. Donc, déjà, je vais commencer par faire une petite analyse du sujet, parce que je pense que c'est important. Donc, attendez, je vais peut-être essayer de le copier même, si je peux. Ok, comme c'est un PDF, je ne suis pas sûr que ça va me faire quelque chose de très beau, mais bon, on va quand même essayer. Ouais, donc du coup, non, ça fait quelque chose de très moche. Ok, laisse tomber. C'est pas grave. Hop. Voilà. Alors, vous avez le sujet sous les yeux de toute manière. Hein. Donc, l'école favorise de plus en plus l'égalité des chances. Donc, moi, ce qui me retire mon attention, c'est l'expression favorise de plus en plus. Donc, quand je vois ça, je me dis attention, signal dans ma tête, bim, bim, bim. Il s'agit d'un sujet qui porte sur une analyse d'une évolution. Donc, je ne peux pas avoir une analyse qui est statique. Je vais être obligé de prendre en compte dans mon analyse l'évolution. Alors, c'est la nature même du document qui montre que effectivement on a l'analyse d'une évolution. On va voir de quelle évolution il s'agit. Donc du coup, et le document et le sujet portent sur une évolution, donc notre analyse doit porter sur une évolution. D'accord ? Ça, c'est très, très important de s'en rendre compte dès le début.
parce que ça nous évite de rentrer dans des analyses qui seraient confuses, en tout cas qui seraient en décalage avec le sujet. Deuxième remarque dans l'analyse du sujet, il faut montrer à partir de ce document qu'il y a de plus en plus d'égalité des chances. Et je vous ai mis ici qu'il y a plus d'égalité des chances s'il y a la baisse des inégalités entre les ouvriers et les cadres. Puisqu'ici, vous allez voir qu'il y a trois catégories qui sont identifiées, c'est les ouvriers et les cadres. Okay. Alors, on fait une analyse un petit peu comme d'habitude. Hein. Mon analyse, c'est quand j'ai une analyse statistique, c'est d'identifier quel est alors le phénomène étudié, d'accord. Donc le phénomène étudié, c'est quoi? C'est l'égalité des chances en France, ok. Alors on pourrait même dire l'évolution de l'égalité des chances, l'évolution de l'égalité des chances, ok. Alors pour étudier ce phénomène, j'ai besoin d'un indicateur. Ok, ici, quel est l'indicateur? Ben, c'est un taux, c'est un pourcentage de répartition. Taux d'obtention du baccalauréat, quel que soit le baccalauréat, il n'est pas précisé s'il s'agit d'un baccalauréat général, professionnel ou technologique, c'est le baccalauréat. Ok. Et puis, il faut que j'identifie des variables. Alors, les variables, c'est ce qui va faire bouger, varier ce taux. Donc là, j'ai deux variables. J'ai le milieu social, d'accord, qui comporte trois catégories. On a les fils d'ouvriers, les fils de cadres. Hop. J'étais un peu bizarre sur ma... Hop. Fils de cadre. Et puis l'ensemble des générations. Alors l'ensemble des générations, c'est les fils de tout le monde, hein, quelle que soit la profession de leurs parents. D'accord. Donc ouvrier, cadre ou autre chose, hein, agriculteur, etc. Donc ça, c'est la première variable, le milieu social. Et puis il y a une deuxième variable qui fait évoluer le taux d'obtention du baccalauréat, c'est la génération, c'est-à-dire période de naissance de l'individu. Okay, donc c'est les individus nés avant 1929, nés entre 1929 et 38, etc., etc., etc. Voilà. Et donc, en fait, chacune des données que vous avez sur le document sont des données qui comportent leur propre dénominateur en fonction des deux variables. D'accord. Donc, il faudra avoir bien ça en tête au moment où l'on interprétera, la donnée. OK. Donc, on va sélectionner deux données. On va sélectionner la donnée. Je vais vous les montrer, ça sera plus simple. Hop, voilà. Et puis on va les interpréter, enfin vous allez les interpréter pour vous assurer que vous savez bien le faire. C'est des pourcentages de répartition. Donc la première donnée que j'ai sélectionnée, c'est 92%, donc c'est en haut à droite. D'accord. C'est les fils de cadres nés entre 1979 et 1982. OK. Et puis la deuxième donnée que j'ai sélectionnée, c'est 61%. Donc on est toujours sur l'histogramme de droite. Mais cette fois-ci, on n'est pas sur les fils de cadre, mais sur l'ensemble des générations, c'est-à-dire la donnée du milieu. Je vais mettre celui-là en bleu, parce que dans le document, c'est bleu. Voilà. Et puis l'idée, c'est d'interpréter ces données dans une phrase pour s'assurer que vous savez bien les interpréter. Alors, un petit conseil, je vous rappelle toujours, on est sur le mode suivant. 50% des élèves sont des filles. Donc, il faut remplacer 50% par la donnée. Il faut remplacer le dénominateur, donc élève, par le dénominateur correspondant à chacune des données. Et il faut remplacer fille par le numérateur correspondant à chacune de ces deux données. Voilà. Donc, je vous laisse 1 minute pour... Allez, 2 minutes pour interpréter ces données. Et puis, je vous propose une correction dans 2 minutes. Laissez-moi vous mettre ma petite musique.
Ok. Alors, bon, je vais vous proposer des corrections et puis vous allez vérifier par rapport à ce que vous avez noté. Vous n'effacez pas votre réponse. Vous ne faites que prendre la correction si elle est différente de ce que vous avez proposé vous. D'accord? Alors, 92%, donc j'identifie le dénominateur. On est sur les fils de cadre nés entre 1979 et 1982. Donc, je propose la chose suivante. 92%. Ça ne fait pas pour l'instant. Petit bug du tableau. Ok. 92% des enfants de cadre nés entre 1979 et 1982 ont obtenu le bac. Point. Bon, selon la source, etc. Hein, d'accord? Voilà. Voilà la proposition correcte. Attention, on peut vouloir ou avoir tendance à proposer la chose suivante, à inverser le numérateur et le dénominateur et à dire 92% des enfants qui ont eu le bac entre 79 et 82 sont des enfants de cadre. Non, ça voudrait dire qu'il n'y aurait que 8% qui seraient des enfants d'autres catégories. Ce n'est pas le cas puisqu'on voit qu'il y a au moins presque 50% des enfants d'ouvriers. Ici, là, c'est les petits histogrammes en bas à droite. Donc, ce n'est pas possible de dire ça. Okay, donc, c'est pas l'ensemble, ce n'est pas tous les enfants qui ont eu le bac. L'ensemble, c'est de cibler une catégorie. Cette catégorie, c'est les enfants de cadre nés entre 79 et 82 et de dire qu'il y en a plus de 9 sur 10 qui ont eu le bac. D'accord? Voilà. Et maintenant, si on passe à l'ensemble des générations, donc je vais le dire d'une autre manière, je vais commencer par pourcent. D'accord? Donc, pourcent, c'est toujours pareil. Enfant, donc là, je ne précise pas le milieu social d'origine, puisque c'est l'ensemble. Donc, pour 100 enfants nés entre 1979 et 1982. Voilà. OK. En moyenne, 61 ont eu le bac. OK? Voilà. Voilà pour l'interprétation des données de ce document. Et donc, c'est pareil, chaque fois, en fait, il faut associer au dénominateur le milieu social, s'il est précisé, et puis la génération. Donc, si on est sur les enfants d'ouvriers, par exemple, en bas à gauche, hein, on est sur 1%. Donc, c'est les enfants d'ouvriers nés avant 1929. Donc, c'est 1% des enfants d'ouvriers nés avant 1929 ont obtenu le baccalauréat. D'accord? Voilà. OK. On est bien pour l'interprétation des données. Voilà, donc ça, c'était le deuxième temps. Après avoir analysé le sujet et
bien compris le document, j'ai vérifié que je savais interpréter les données. Maintenant, il faut que je réponde à la question. Et pour répondre à la question, ce qu'on va mobiliser comme compétences, c'est des compétences qui sont liées à la sélection des données. Donc, je vous ai dit, on doit montrer qu'il y a de plus en plus d'égalité des chances. C'est-à-dire de moins en moins d'inégalités. De plus en plus d'égalité, c'est de moins en moins d'inégalités. Donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les pôles, c'est-à-dire les premiers histogrammes, la génération née avant 1929. On va regarder les inégalités. Et on va regarder les derniers histogrammes, c'est-à-dire ceux qui sont nés entre 79 et 82. Et puis, on va regarder les inégalités. Et puis, on va se poser la question de savoir si ces inégalités augmentent, stagnent ou diminuent. Okay. Donc, si je regarde la génération née avant 1929, hop, voilà. Donc, génération née avant 1929. J'ai pour les enfants d'ouvriers 1%. OK. Fils d'ouvrier. Et pour les enfants de cadre, j'ai 38% environ. Un peu moins de 38%, peut-être ouais, bon, 37%. On ne voit pas, donc c'est pas très grave. 37%, donc ça, c'est les fils de cadre. OK. Voilà. Soit, en fait, un coefficient multiplicateur de 37 fois plus. OK, fois 37, hein, de 1 à 37. Si je regarde la génération... Hop, là, j'ai fait une petite faute ici. Si je regarde la génération née entre 1979 et 1982, OK, et que je prends les mêmes catégories sociales, donc les fils d'ouvriers, on est à 48 à peu près, 48%. Fils d'ouvriers. Et on est à 92%, on l'a vu tout à l'heure, pour les enfants de cadre. Et donc là, on est non plus à 37 fois plus, mais environ hein, parce que bon, c'est pas tout à fait exact, environ 2 fois plus. OK. Alors maintenant, attention, j'aimerais que l'on ne se trompe pas sur la manière d'interpréter ces données. OK. Donc je les mets en vert, par exemple. Voilà. 37 fois plus et 2 fois plus. Parce qu'il ne s'agit pas de nombre, il s'agit d'un coefficient multiplicateur qui porte sur des parts. D'accord? Et donc, en fait, il faut bien que le mot part apparaisse dans votre phrase. Donc, par exemple, si vous voulez interpréter 37 fois plus, il faut dire la part des enfants. Alors, on va commencer par la génération d'avant. Pour la génération née avant 1929, de 1929, on sera tous fossilisés. La part des enfants de cadre ayant obtenu le bac est 37 fois plus élevée que celle des enfants d'ouvriers. OK? J'ai bien dit la part. Hein. Je n'ai pas dit le nombre d'enfants de cadre ayant obtenu le bac est 37 fois plus élevé. J'ai dit la part des enfants ayant obtenu le bac parce que pour obtenir ce 37, j'ai fait 37% divisé par 1%. D'accord? Et donc, ce que j'ai mis en haut et ce que j'ai mis en bas, le numérateur et le dénominateur, ce ne sont pas des nombres, ce sont des parts, des pourcentages. OK? Et maintenant, il faut que je compare ça à la génération née entre 79 et 82, alors que, connecteur logique un petit peu stylé, c'est important d'avoir des connecteurs logiques stylés. Alors que pour la génération née entre 1979 et 1982, elle n'est que
de 2 fois plus élevée. Elle n'est que 2 fois plus élevée. OK. Cool. Donc ça, c'est la comparaison des données. Hein. OK. Donc, connexion au sujet et réponse à la question. Tout au long du XXe siècle, l'école favorise de plus en plus l'égalité des chances. Voilà. Et là, je réponds à la question en reprenant même les termes du sujet, voilà, et en connectant les données. Voilà. Donc, vous voyez que là, j'ai fait une analyse statistique qui m'a permis de faire plusieurs choses et de montrer plusieurs choses au correcteur. Chaque fois, je répète ça, mais parce que j'insiste. Hein. Je lui ai montré que je savais interpréter les données indépendamment les unes des autres. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. D'accord? Et qui devra évidemment apparaître dans ma réponse. OK? Voilà. Et ici. 2, j'ai sélectionné les données pertinentes pour répondre à la question. Vous avez vu que là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y a 30 données. Donc, ce n'est pas utile d'interpréter les 30 données. Ce qui est utile pour moi, c'est de sélectionner les données qui sont suffisamment parlantes pour répondre à la question. De les interpréter, de les comparer. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Je les compare en calculant un coefficient multiplicateur et en interprétant le résultat dans une phrase. Et enfin et surtout, je connecte cette analyse statistique à la question qui m'a été posée. D'accord? Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. L'école favorise de plus en plus l'égalité des chances. Voilà. Donc, je vais vous laisser un petit instant pour reprendre tout ça. Et puis, très vite, vous allez faire la synthèse avec le texte à trous. Je corrigerai et ça sera la fin de l'heure. Les couilles de tes histoires, moi j'aime pas dormir dans le noir. Ok, bien. Allez, ben on passe à la synthèse. C'est le texte à trous. Donc voilà, vous devez mettre toutes. Bon, on va le faire ensemble parce que il me semble que le temps presse. Time is running out. Le temps presse. Donc, on y va ensemble. Vous avez toutes les notions ici. Moi, je vais les déplacer. L'école vise avant tout la transmission des savoirs. OK? Mais cet objectif est profondément lié à une exigence d'égalité des chances qui est particulièrement visible dans les lois scolaires de Jules Ferry 1881-1882, instituant l'école gratuite, laïque et obligatoire. L'obtention d'un diplôme scolaire et des savoirs qui lui sont associés offre aux individus qui les détiennent les opportunités de mobilité sociale, tout en favorisant l'insertion sur le marché du travail. Okay. Au-delà des savoirs, l'école transmet également des valeurs et des normes, on va le prendre de première, communes aux individus qui la fréquentent. Elle est une des instances fondamentales de la socialisation primaire. Elle joue donc un rôle important dans la cohésion sociale. Voilà. Voilà pour cette synthèse. Bien, ben écoutez, on a terminé la fiche 1. Enfin, on a terminé la fiche 1. J'ai terminé la fiche 1. Et vous allez faire une petite activité complémentaire. Donc, c'est la partie 3, comme d'habitude, que je vous demande de faire à la vostra casa, à votre maison. Et je vous demande de le faire pour lundi prochain. Donc, lundi prochain, on sera
11 janvier, d'accord? Donc pour le 11 janvier, je vous demande de sélectionner sur le plan de cours, c'est sur la page 2, hein, un sujet de C1 relatif à cette séance. Vous allez voir, il n'y en a qu'un en fait, hein, donc il n'y a pas besoin de sélectionner, il faut juste trouver lequel est relatif à cette séance et de le traiter en suivant la méthode que vous connaissez de résolution d'une EC1. Okay, un certain nombre d'entre vous devront me rendre leurs travaux, donc tout le monde doit le faire. Tous les volontaires pourront me le rendre, mais certains devront me le rendre. D'accord? Donc voilà, pour lundi prochain, trouver le sujet de C1 qui est relatif à cette séance et le traiter en suivant la méthode. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de matinée. On se revoit cet après-midi en digital pour 2 heures de folie, 2 heures de bonheur, 2 heures de réflexion intense sur la fiche 2. Le lien apparaîtra sur le Padlet en fin de matinée pour que vous puissiez suivre de la même manière. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de faire remonter toutes vos incompréhensions ou vos questions par l'intermédiaire de vos délégués qui se chargeront de me les communiquer afin que je puisse y répondre en direct vidéo. Vous pouvez aussi commenter, liker si vous avez aimé cette vidéo. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas aimé, faites-le aussi. Et je vous souhaite une très très bonne fin de matinée. À tout à l'heure.